Histoire géo au tableau te parle aujourd'hui de socialisme, communisme et syndicalisme en Allemagne depuis 1875. Donc c'est une leçon d'histoire, c'est le troisième chapitre, H3. Et derrière un titre qui peut paraître un peu compliqué sur un pays que généralement on connaît peu, qui a été peu étudié les années précédentes au lycée, peut apparaître un chapitre qui paraît compliqué. Eh bien pas du tout en fait. Ce chapitre est relativement simple. Il est derrière son titre obscur intéressant. Alors au-delà des quelques noms un peu compliqués en allemand et puis des dates qu'il faudra retenir, c'est un chapitre intéressant parce que on s'intéresse à l'Allemagne dans la mesure où ce pays a été un peu ce qu'on pourrait appeler le laboratoire de ces idées de socialisme et de communisme, mais qu'au-delà de l'Allemagne, ça permet de comprendre un débat majeur, un des grands débats qui a débordé largement les frontières de l'Allemagne dans tout le courant du XXe siècle. Donc ça donne une idée beaucoup plus précise des histoires politiques, et si on le traite à propos de l'Allemagne, c'est parce que le contexte de ce pays qui a connu de grands changements depuis 1875 est tout à fait approprié. C'est un théâtre, je disais un laboratoire tout à l'heure, on peut aussi dire un théâtre, où se joue la scène de l'affrontement entre le socialisme, le communisme, tout au long de ce XXe siècle. Voilà pour l'intérêt de ce chapitre. Alors, on va déjà, dans une introduction un petit peu plus longue que d'habitude, peut-être préciser ce que sont ces notions, en commençant par le socialisme, parce que le socialisme, c'est la racine. Alors, c'est une idéologie, comme le communisme d'ailleurs, donc c'est déjà le terme à retenir, idéologie, voilà, pour qualifier socialisme ou communisme. En gros, on va dire que le socialisme, c'est même un ensemble de doctrines qui apparaissent dès 1830 en Allemagne, qui sont dans un premier temps très diverses, mais globalement, leur but, c'est de résoudre ce qu'on va appeler la question sociale. Vous pouvez noter cette expression. La question sociale, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement le résultat de la vague d'industrialisation qui a touché les pays germaniques à la fin du XVIIe siècle, qui s'est diffusée donc surtout au XIXe siècle, avec des villes industrielles qui apparaissent, et puis commence avec tout ça l'histoire du monde ouvrier, qui représente au milieu du 19e près du tiers de la population active en Allemagne, avec beaucoup d'industries sidérurgiques et des conditions de travail qui sont très très difficiles, avec des salaires peu élevés. Et donc voilà, cette question sociale, elle apparaît là, avec toutes ces difficultés que rencontre cette classe et avec l'émergence de ce qu'on appelle le mouvement ouvrier. Voilà. Et cette expression de mouvement ouvrier, on va la retenir aussi parce que voilà, derrière cette expression générique, on va manier ces idées de socialisme et de communisme. Voilà. Donc le socialisme, il naît de là, au départ, de cette volonté d'aller vers une plus grande égalité face à cette situation. C'est ce qu'on retiendra, aller vers une plus grande égalité. C'est le fondement du socialisme. Au-delà donc de ces différents courants qui fondent le socialisme, ce qu'on va retenir, nous surtout, ce sont ce qu'on va appeler les pères du socialisme allemand, et en particulier un monsieur dont vous connaissez forcément le nom, qui s'appelle Karl Marx. Voici une statue de Marx, de la tête de Marx, qui se trouve à Chemnitz, une ville allemande, à une époque, l'époque communiste de la RDA, où cette ville d'ailleurs s'appelait Karl-Marx-Stadt, la ville de Karl Marx. C'est dire si cette figure est essentielle en Allemagne. Alors, une petite seconde. Voilà, Karl Marx, donc en 1848, on retiendra qu'il écrit le manifeste du Parti communiste, qui va véritablement fonder sa doctrine, dans lequel il estime que la société industrielle engendre des inégalités entre la bourgeoisie et la classe ouvrière, et qu'une révolution est inévitable. Voilà. Donc, au sens premier, le communisme, pour Marx, c'est la phase ultime du socialisme. Donc il se revendique à la fois des deux. Mais on considère, nous, et c'est ainsi qu'on l'envisagera, qu'à partir de la révolution russe de 1917, il y a deux courants qui vont se distinguer, et on appellera généralement donc les communistes, ceux qui s'engagent dans l'action révolutionnaire, et on va les opposer aux socialistes. On dira des socialistes que ce sont ceux qui veulent des réformes législatives. Voilà, ce sont des partis qu'on qualifie parfois réformistes. Donc voilà, en gros c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais on va dire qu'au départ socialisme et communisme c'est un peu confondu, ça relève de cette même pensée énoncée par Karl Marx, et vous pouvez retenir également le nom de Engels,
avec lequel il a écrit, publié cet ouvrage, le manifeste du Parti communiste, et Marx comme Engels sont allemands d'origine, hein, et que donc la différence s'entend aujourd'hui sur ce qu'on va opposer ceux qui sont partisans de la révolte, voilà, donc les communistes, et ceux qui sont plus partisans de la réforme, que dorénavant on désignera sous le vocable de socialiste. Et la césure, c'est véritablement 1917, au moment de la révolution russe. Voilà, autour de est-ce qu'on est d'accord avec la philosophie de la révolution ou celle de la réforme législative. Mais on va voir aussi dans les faits, c'est un petit peu plus compliqué que ça et qu'on peut être en même temps partisan de la réforme tout en acceptant à certains moments des phases révolutionnaires ou inversement. Voilà, donc autour de cette question, on va formuler une problématique relativement simple, dans la mesure où c'est une question qui s'étend sur une période très longue. On va tout simplement se demander, et vous notez la problématique de la sorte, comment se transforme, c'est véritablement le mot-clé, en clair l'évolution, comment se transforme donc le mouvement ouvrier, on va reprendre ce terme générique, qui inclut donc socialisme, communisme et syndicalisme, donc le mouvement ouvrier depuis 1875. Voilà. En insistant aussi, on peut insister sur la problématique, de la façon dont on le formule. Je le disais tout à l'heure que l'Allemagne est un laboratoire et qu'il y a eu de grands changements dans ce pays au cours du XXe siècle en particulier. Un tout petit mot sur le syndicalisme, puisque je l'ai oublié dans ma présentation initiale, avant la problématique. Bon, alors le syndicalisme, en gros, c'est tout ce qui a pour but de défendre les droits des ouvriers, d'une profession, d'un secteur d'activité. Et ces syndicats, ils sont nés en Allemagne, dans le sillage du socialisme. Alors on évoquera dans le plan régulièrement leur action, mais en Allemagne, ils sont intimement liés, au mouvement politique. Voilà. Alors, on va adopter un plan chronologique, c'est quasiment une évidence sur un sujet aussi large. On va aborder dans une première partie toute la période depuis 1875 jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, en 1945. La seconde partie traitera entre 1945 et 1990 de l'évolution de cette politique, et puis la troisième partie, tout simplement depuis 1990. Voilà. Et on va intituler le grand 1, les gauches divisées entre donc 1875 et 1945. Les gauches divisées. Donc je répète, 1875-1945. On considère que les gauches, c'est ce qu'on appelle traditionnellement donc tous ces partis qui se réclament du socialisme ou du communisme. Une première sous-partie que l'on va intituler le premier parti socialiste d'Europe. Donc grand A, le premier parti, parti sans E, ce sera mieux, parti socialiste d'Europe. Ça justifie déjà le choix de l'Allemagne pour étudier cette notion. Alors pourquoi 1875 C'est un premier nom à retenir. En 1875 a lieu une réunion des socialistes allemands, réunis en congrès, et on appelle ce congrès, du nom de la ville où il se tient, le congrès de Gotha, G-O-T-H-A. Voilà. Donc premier nom à retenir, puisque donc ce congrès marque l'union des différents courants socialistes allemands qui vont donc se réunir dans un grand parti socialiste que l'on va appeler le Parti socialiste des ouvriers allemands, et dont le sigle, c'est ce qu'il faudra retenir en 1875, est le SAP, voilà, Parti socialiste des ouvriers allemands. Et donc c'est, je le disais, le premier grand parti socialiste d'Europe. Il est officiellement marxiste. C'est un parti qui prône la révolution, mais dans la pratique, il participe à la vie parlementaire. Il est dans l'opposition et il demande des réformes. Alors, il est dans l'opposition jusqu'à ce que le pouvoir en Allemagne, qui est incarné à l'époque par le chancelier, le chancelier c'est le chef du gouvernement en Allemagne, qui s'appelle Bismarck, donc le chef du gouvernement, donc Bismarck, va désigner le socialisme comme l'ennemi du Reich. Vous voyez, cette caricature qui date de 1878, voilà, et qui représente donc Bismarck lui-même, avec son casque à pointe, qui est en train d'enfermer le socialiste Jack
dans une boîte, hein, donc le diable socialiste en boîte, c'est le titre de cette caricature, qui montre comment donc en 1878 Bismarck va faire interdire toute association ou manifestation en lien avec la participation des socialistes, il essaye en contrepartie de mettre en place d'importantes lois sociales, hein, sur la retraite, sur l'assurance maladie. Mais cette stratégie échoue et c'est ce que représente cette caricature, puisque ce diable, hein, que Bismarck essaye tant bien que mal de contenir va sortir de sa boîte. Et malgré l'exil de ses dirigeants, le Parti socialiste progresse, hein, il est très enraciné dans le monde ouvrier. Et lorsque Bismarck se retire en 1890, et c'est une date qu'on retiendra, donc 1890, c'est l'abolition, hein, des lois antisocialistes, et à ce moment-là, le Parti socialiste-démocrate d'Allemagne va être créé. Et dorénavant, donc ce parti qu'on a appelé le SAP tout à l'heure, nous allons l'appeler le SPD. Mais je vous rassure, les noms ne vont pas changer, hein, régulièrement, puisque le Parti socialiste allemand, SPD, va rester son nom jusqu'à aujourd'hui. Donc ce SPD, Parti socialiste-démocrate d'Allemagne, est créé officiellement, et c'est encore l'occasion d'un congrès dont on va retenir le nom. Il s'agit du congrès d'Erfurt. Voilà, E-R-F-U-R-T. Donc création du SPD, avec un programme qui est assez réformiste, en tout cas plus réformiste que ne l'était celui du SAP créé en 1875. Et il connaît donc à partir de cette date, hein, de ce congrès de 1891, hein, le congrès d'Erfurt, c'est un an après le retrait des lois socialistes. Donc ce parti connaît un essor continu, et on estime en 1913, à la veille de la Première Guerre mondiale par exemple, qu'il y a 2,5 millions de travailleurs qui sont syndiqués dans des organisations qui se revendiquent de ce SPD. Voilà. Et donc au cours de cette période, hein, jusqu'à la Première Guerre mondiale, eh bien, ces syndicats vont obtenir d'importantes améliorations des conditions de travail, et le SPD soutient tous les mouvements de grève, et il y en a de très importants. En 1905 par exemple, dans la Ruhr, c'est vrai que la grève est un moyen très utilisé pour obtenir des avancées sociales. Et puis donc là-dessus arrive la Première Guerre mondiale. Alors il y a eu des hésitations, des divisions à la veille de la guerre, mais globalement donc le SPD va participer à l'Union sacrée, même si une partie de ces socialistes sont hostiles à ce conflit et vont commencer à se séparer du SPD. Mais en fait, la véritable division entre la tendance réformiste et la tendance révolutionnaire du SPD, elle va se manifester à la sortie de la Première Guerre mondiale. Hein, ça va être pour nous l'objet du grand B ici, que l'on va intituler de l'unité à la division. Hein, l'unité, c'est ce qu'on connaît avant 1914 avec la création du SPD, et la division, elle intervient au lendemain de la Première Guerre mondiale. Voici la reproduction d'un timbre qui a été édité en 1949 par les soviétiques, hein, dans l'Allemagne de l'Est, dans leur secteur d'occupation, et qui rappelle l'assassinat de deux figures majeures du communisme allemand. Vous le voyez sur le timbre, le 15 janvier 1919. Ces deux figures sont à gauche Karl Liebknecht, attention à l'orthographe, hein, et à droite cette femme Rosa Luxembourg, qui tous les deux ont été assassinés par des socialistes au cours de ce qu'on a coutume d'appeler la semaine sanglante en Allemagne en janvier 1919. Voilà. Alors, on va reprendre dans l'ordre et essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Donc, on en est au sortir de la Première Guerre mondiale, et la gauche est divisée. Le SPD, majoritairement, hein, est favorable à la constitution d'une république parlementaire, avec le soutien des élites, et de participer à un gouvernement, tandis que cette partie du SPD, qui refusait la guerre quelques années avant, veulent profiter de l'agitation révolutionnaire, hein, qui règne un petit peu partout en Allemagne après cette guerre qui vient d'être perdue, eh bien, pour faire la révolution. Et cette partie révolutionnaire donc, qui s'éloigne du SPD, on va les appeler les spartakistes. Voilà. Et la révolution spartakiste est cette tentative, hein, de prendre le pouvoir par la révolution que tentent les communistes allemands à la fin de l'année 1918. Et cette révolution va être matée par le SPD,
avec le chef de ce SPD qui s'appelle Ebert et qui va donner des ordres de manière à ce que qu'on fasse rétablir l'ordre dans Berlin par l'armée. C'est ça qu'on appelle la semaine sanglante. Et c'est là que Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg vont perdre la vie. Voilà. Et donc le SPD devient à partir des années 20 le principal parti de gouvernement dans un régime qui est né donc au lendemain de la Première Guerre mondiale, qu'on appelle la République de Weimar. Voilà, j'ai écrit régime, c'est République de Weimar, je ne corrige pas, vous le ferez par vous-même. Et donc le principal parti de gouvernement pendant cette période. Il y a également deux organisations syndicales importantes qui sont proches du SPD, qui obtiennent d'importantes avancées dans cette période, les heures supplémentaires, l'assurance chômage, voilà. Donc c'est l'apogée de ce qu'on appelle parfois, et notez le terme, on en reparlera un petit peu plus tard, on va considérer que les années 20, c'est l'apogée d'un régime qu'on appelle de social-démocratie. Voilà. Et on retrouve dans cette appellation de social-démocratie le SPD allemand et son approche réformiste du socialisme, une meilleure égalité, donc le social, mais dans la démocratie, par la voie réformiste, par la voie démocratique et du vote des lois par la majorité. Voilà. Sur ce, on parlait des années 20, arrive ensuite la période sombre de l'Allemagne, les années 30, avec la montée du nazisme dès le début des années 30, et ça va être pour nous l'objet du grand C, et à ce moment-là, on va parler de désunion face au nazisme. Voilà, donc là, on se situe au début des années 30, désunion face au nazisme. Alors, à partir des années 30, l'Allemagne est en pleine crise économique, ça favorise l'émergence du parti nazi, vous l'avez étudié en première, et désunion parce que d'un côté, donc, on a les communistes, ces ex-spartakistes, d'ailleurs au passage, me vient à l'esprit que j'ai oublié de vous donner leur nom officiel, on parle du KPD, à partir de 1919 pour désigner le parti communiste allemand qui s'est donc scindé du SPD. Et donc ce KPD, qui suit les consignes de Moscou, refuse de s'allier au SPD parce qu'il considère que les socialistes défendent le capitalisme et que ça vaut pas mieux que le fascisme. Voilà, donc cette désunion au sein des forces de gauche, socialistes et communistes, favorise l'accession d'Hitler au pouvoir. Et dès que Hitler est au pouvoir, fin janvier 1933, le SPD et le KPD deviennent les cibles du régime nazi. Donc on va maintenant noter comment, à partir de 1933, ce sont des cibles privilégiées. Vous voyez, je vous ai affiché ici une affiche électorale du SPD qui date de 1932, donc l'année qui précède la prise de pouvoir d'Hitler, où en clair les socialistes allemands alertent les ouvriers sur le sort qui les attend si ils votent pour Hitler et pour le nazisme. Ils suggèrent à travers cette affiche, vous voyez que les ouvriers vont se retrouver enchaînés au nazisme, symbolisé par cette croix gammée. Donc, ennemi politique, et dès qu'Hitler arrive au pouvoir, je disais, le KPD, les communistes, sont interdits très rapidement, accusés de l'incendie du Reichstag, le Parlement, et puis les syndicats sont dissous au mois de mai 33, et finalement au mois de juillet 33, tous les partis de gauche sont interdits. Donc les dirigeants de ces partis sont envoyés dans des camps de concentration, il y a de nombreuses exécutions. En clair, on va considérer que pour le mouvement ouvrier allemand, de 1933 jusqu'en 1945, eh bien, c'est une période très sombre, bien sûr, une ère de répression, d'exil et de résistance. Nous allons maintenant voir dans le deuxième point, dans le grand 2, donc comment ce socialisme et ce communisme vont retrouver leur place en Allemagne entre 45 et 90, mais particulièrement insister sur le fait qu'ils retrouvent cette place dans une Allemagne divisée, donc socialisme et communisme dans l'Allemagne divisée. Ce sera le titre du grand 2. Et donc sur cette période de 1945 jusqu'à la réunification allemande de 1990. Voilà. Alors, comment ça se passe au sortir de la guerre, ça va être l'objet du grand A. On va appeler cela Renaissance, en référence à cette période noire et d'exil de la Seconde Guerre mondiale. Renaissance entre Est et Ouest,
puisque vous doutez bien sûr que cette renaissance, elle intervient dans un contexte d'affrontement idéologique, Est-Ouest, d'affrontement intitulé la guerre froide, qui prend ses racines après la Seconde Guerre mondiale. Alors, un bref rappel de la situation géopolitique en Allemagne après la Seconde Guerre mondiale est peut-être nécessaire pour bien comprendre ce qui va se passer. Donc, on rappelle que ce territoire allemand, sur une décision commune des Alliés, est occupé dans sa partie occidentale par la Grande-Bretagne, par la France et par les États-Unis, tandis que l'URSS occupe la partie orientale, là où se trouve la ville de Berlin. Voilà. Très rapidement, donc l'affrontement idéologique naît entre l'URSS et les pays occidentaux, au moment où le SPD et le KPD, donc Parti socialiste et Parti communiste allemand, renaissent dans les zones d'occupation, et très rapidement, dans la zone dominée par les soviétiques, qui apparaît ici en rouge, eh bien, Moscou va imposer la fusion de ces deux grands partis, pour donner naissance à un seul parti qui dorénavant s'appellera le SED. Voilà, c'est le parti socialiste de l'Allemagne sous contrôle de l'URSS, et son nom restera jusqu'à la chute, à la réunification de l'Allemagne en 1990. Voilà. Et puis donc en 1949, c'est à la suite du blocus de Berlin, et pour ça je vous renvoie vers vos cours de première, la création officielle donc de ces deux pays qui sont séparés par ce fameux rideau de fer pendant toute la guerre froide, la République fédérale allemande, donc dans la partie ouest, qui correspond à la fusion entre les trois zones occidentales ici, et la République démocratique allemande, RDA, qui n'a de démocratique que le nom, on va le voir dans la suite, donc qui correspond à la partie d'occupation soviétique à Berlin. On rappelle aussi pour mémoire que la ville de Berlin, à l'identique de tout le territoire allemand, a été divisée en 4 zones d'occupation. Donc il y a cette petite partie de Berlin-Ouest qui est sous influence occidentale au cœur de la RDA. Situation qui va perdurer jusqu'à la chute de ce fameux mur en 1989. Bon, mais nous n'en sommes pas là, pour l'instant. Donc, avec la création de ces deux États allemands, ça confirme la division du socialisme. On a le communisme qui règne en maître à l'est, et puis la social-démocratie devient la principale force de gauche à l'ouest. Donc, dans les deux sous-parties qui suivent, on va voir tour à tour de quelle manière s'expriment ces idéologies, d'abord en RDA, dans le grand B, et puis ensuite en RFA. Donc, à propos de la RDA, donc grand B maintenant, on va appeler ça tout simplement un État communiste. E majuscule à État. Voilà. État communiste en RDA de 1949 à 1990. Alors, on descend un petit peu. Donc le modèle qui se met en place en RDA est complètement calqué sur le modèle de l'URSS, avec les maîtres mots, planification de l'économie en particulier, centralisation et collectivisation, abolition de la propriété privée. Un document tout de suite qui illustre cette situation. Voici un timbre qui a été édité en 1972 en Allemagne, en RDA, donc un an après l'arrivée au pouvoir de Erich Honecker, voilà, qui est donc le chancelier de RDA. C'est le personnage qu'on voit ici à droite sur l'image, tandis que à gauche, il est en train de serrer la main à Leonid Brejnev, qui est le dirigeant soviétique de l'époque en 1971. Et voilà comment, vous voyez ce drapeau avec en fond le drapeau de l'URSS à gauche et puis le drapeau de la RDA à droite, comment ce timbre symbolise l'union entre les deux pays, mais alors plus qu'une union, je répète, c'est une domination de l'URSS sur la RDA, qui est ce qu'on appelle, vous vous en souvenez de vos cours de première, un État satellite. Et puis derrière ce qu'on appelle le socialisme réel, à cette période en RDA, se cache un État autoritaire, dans la pratique, comme dans les autres démocraties populaires autour de l'URSS, la société mise sous contrôle, la jeunesse est embrigadée, il y a une surveillance générale de la population par la police politique qu'on appelle la Stasi. En RDA, la lutte contre toutes les oppositions, on peut noter à titre d'exemple des émeutes importantes qui ont lieu en 1953 au moment de la mort de Staline, où le régime, qui était aidé des chars de Moscou, donc le régime de RDA, a réprimé très violemment une révolte d'ouvriers qui protestaient contre
contre leurs conditions de travail. Voilà, donc l'État communiste sous tutelle de l'URSS, hein, la RDA, est véritablement un État sous l'œil de Moscou. Et puis donc le grand C, donc, qui cette fois-ci s'intéresse à la RFA, et précisément on va parler de la social-démocratie, hein, reprenant cette expression qu'on expliquait tout à l'heure pour qualifier donc l'action du SPD en RFA, donc la social-démocratie, mais on va préciser quand même social-démocratie sans Marx, à propos donc de ce qui se passe en République fédérale allemande. Hein. Sans Marx, bah oui, sans Marx, pourquoi? Parce que on est dans un contexte de guerre froide, hein, et le SPD, qui est libéré de la gauche communiste, hein, va abandonner officiellement le marxisme. Ça se fait officiellement donc lors d'un congrès, hein, encore un, mais ce sera le dernier, qui a lieu en 1959. Ce congrès, il faudra le connaître, il s'appelle le congrès de Bad Godesberg. Voilà, Bad Godesberg. Voilà. On peut considérer que c'est le renouveau du SPD, à savoir donc officiellement le SPD va abandonner la ligne communiste lors de ce congrès, s'engager dans la social-démocratie. D'ailleurs, le parti communiste, hein, allemand, KPD, qui existe, qui renaît également en 1946 après la guerre en RFA, va purement et simplement être interdit en 1956, hein, dans ce contexte de guerre froide. Voilà, on ne veut plus entendre parler de communistes à l'ouest, en République fédérale allemande. Et puis on signalera quand même que malgré cette interdiction de 1956, il va y avoir une opposition d'extrême gauche, hein, dans les années 60 qui prône la révolution, pardon, et il y a même certains membres de cette mouvance d'extrême gauche qui vont tomber dans le terrorisme. Et dans les années 70, hein, il y a une période assez noire en Allemagne autour de ce qu'on appelle la fraction Armée Rouge, qui ne va pas hésiter, l'armée rouge, hein, qui ne va pas hésiter à utiliser le terrorisme pour faire entendre ses idées. Donc voilà, là on peut considérer que dans ces années 70, eh bien, c'est la manifestation de l'extrême gauche en Allemagne, mais qui se fait de façon violente et clandestine. Elle est réprimée par le gouvernement, et au final elle a peu d'influence sur le mouvement ouvrier, hein, globalement. Donc le SPD, pardon, hein, représente en Allemagne le courant socialiste converti à la démocratie libérale et au capitalisme, et ça va faciliter, hein, l'accession au pouvoir de dirigeants. Les socialistes, qui ont été dans un premier temps à la naissance de la RFA un petit peu mis en retrait, vont accéder au pouvoir en 1969. Hein, je vous montre tout de suite une illustration. Voilà, une image de ce congrès que j'évoquais tout à l'heure de Bad Godesberg, l'orateur au micro, donc devant le sigle du Parti socialiste allemand. Il s'agit de Willy Brandt, hein, qui va devenir en 1969, donc 10 ans après ce congrès, le premier chancelier socialiste de RFA, jusqu'en 1974, et puis va lui succéder un deuxième socialiste en ce poste de chancelier qui s'appelle Helmut Schmidt, pardon, et qui lui sera chancelier donc jusqu'en 1982. Donc vous voyez que de 69 à 82, hein, la RFA est dirigée par des socialistes qui vont donc mettre en œuvre cette social-démocratie, hein, qui est beaucoup basée en Allemagne. Vous pouvez noter le terme parce qu'il est révélateur de son mode de fonctionnement sur la cogestion. Co-gestion, donc gestion en particulier des entreprises, par d'une part les actionnaires, bien sûr, le capital, mais d'autre part également par les salariés qui, dans un conseil de surveillance, sont représentés pour gérer les entreprises. Donc c'est un exemple de cette tentative, hein, de social-démocratie qui se pratique en RFA, donc jusqu'en 82, puisqu'ensuite c'est un dirigeant démocrate chrétien qui va prendre le pouvoir, qui s'appelle Helmut Kohl, et qui sera le témoin privilégié de l'effondrement du communisme, de la chute du mur de Berlin en 1989 et de la réunification de l'Allemagne un an plus tôt. Donc vous comprenez très logiquement que cette réunification allemande va entraîner une redistribution complète des cartes de la politique, et c'est ce qu'on va maintenant voir dans le Grand 3, hein, où on va parler des gauches, hein, parce qu'elles restent néanmoins plurielles, donc les gauches dans l'Allemagne unifiée, bien sûr, donc l'Allemagne unifiée,
depuis 1990. Donc, voilà, depuis 1990. Et tout d'abord, hein, dans un grand A, nous allons signifier très clairement que la réunification de l'Allemagne et la chute du mur de Berlin correspondent à la mort du communisme. Vous voyez hein, comment cette petite caricature ou dessin tout simplement illustre bien la situation où l'on voit donc cette réunification incarnée par la RFA et la RDA qui se marient et qui par là même dansent sur le tombeau du communisme. 1917 avec la révolution russe, 1990 réunification de l'Allemagne. Donc voilà, hein, après la chute du mur de Berlin, le SED disparaît purement et simplement. C'est le SED hein, qui est donc ce parti qui a été créé avec la RDA et qui incarnait donc le communisme à la soviétique, disparaît purement et simplement. Et puis d'une manière générale, la gauche est en recul en Allemagne. Hein. Il y a des élections législatives en 1990, c'est une défaite pour le SPD. Bon voilà, en clair, les forces de gauche sont discréditées par toutes les idées socialistes qui sont associées à la RDA. Et puis de la même manière, les syndicats à cette période connaissent un affaiblissement important, de moins en moins d'ouvriers qui adhèrent. En 1991, hein, notez ce chiffre pour rendre compte de cette évolution. En 1991, donc juste après la réunification, on estime qu'il y avait environ 12 millions de syndiqués en Allemagne, et ce chiffre donc de 1991 va tomber à 7 millions 10 ans plus tard. Hein, voilà, 7 millions en 2001. Voilà, donc ça signe hein, cette désaffection syndicale. Et néanmoins, donc, le socialisme, pardon, le SPD, va revenir au pouvoir hein, en 1998. Et c'est ce qu'on va voir maintenant dans un grand B. Donc on va voir comment les socialistes, dans le cas de cette Allemagne réunifiée, vont diriger le pays. On va appeler ça d'ailleurs une nouvelle social-démocratie. Voilà, nouvelle social-démocratie. Et l'objet est ici de montrer dans cette dernière sous-partie, puisqu'il n'y aura que 2 sous-parties dans le grand 3, en quoi cette social-démocratie allemande est nouvelle avec l'arrivée au pouvoir en 1998 hein, d'un nouveau chancelier qui s'appelle Gerhard Schröder. Et il serait bien de retenir aussi son nom, Gerhard Schröder, avec un tréma sur le haut. Alors ce nouveau chancelier est à la tête d'une grande coalition hein, qu'on appelle parfois rouge-verte parce qu'elle inclut également des écologistes. Et cette victoire de la gauche en 1998 entraîne une grande évolution dans le discours social-démocrate. D'ailleurs, 4 ans plus tard, en 2002, Schröder est réélu sur un programme qu'on appelle un programme de nouveau centre. Hein. Voilà, le programme de nouveau centre en 2002. Qui explicitement est favorable au libéralisme. Et face à la montée du chômage, le chancelier Schröder va lancer une vaste réforme qu'on appelle la réforme Agenda 2010. Une réforme qui prévoit, pour dynamiser l'économie allemande, de revenir sur les conditions de travail et de réduire la protection sociale des ouvriers. Et d'ailleurs, ça va susciter bon nombre de manifestations. Voilà une illustration hein, de ces manifestations qui ont soulevé l'Allemagne. Là, c'était en 2005 contre vous voyez, le programme Hartz IV. Hein, Hartz IV, une série de mesures qui visent donc à casser la protection sociale. Et malgré cette indignation nombreuse, hein, l'indignation des syndicats, des partisans de gauche, l'essentiel de ces réformes va passer. Et ça va entraîner d'ailleurs une certaine crise hein, au sein du socialisme, et le chancelier Schröder va perdre les élections en 2005, et c'est son opposante, hein, la chrétienne démocrate Angela Merkel, qui en 2005 sera élue. Elle vient de fêter les 10 ans de son accession au pouvoir. Voilà, donc on a en Allemagne aujourd'hui un nouveau paysage hein, politique et social. Suite à la défaite hein, en 2005, il y a une partie de la gauche allemande qui a donné naissance à un parti qu'on appelle aujourd'hui en Allemagne, et il faudra connaître son nom, Die Linke. Voilà,
Die Linke, L-I-N-K-E. Et Die Linke, pardon, ça veut tout simplement dire la gauche. Voilà. C'est-à-dire un certain nombre de militants du SPD ont quitté ce parti. Il a fusionné également avec l'ancien parti communiste de RDA qui s'était transformé, qui s'appelait le PDS. Je ne voulais pas citer parce que c'est un petit peu anecdotique par rapport à notre idée générale. Bref, on peut considérer que ce parti Die Linke représente aujourd'hui la tendance la plus à gauche du paysage politique allemand et est toujours dans cette opposition, dans ces tensions, dans ces critiques vis-à-vis du SPD. C'est-à-dire, voilà, aujourd'hui encore, on retrouve ces deux tendances opposées du socialisme, même si ça a changé dans tous les cas. L'avenir pour le socialisme, en guise de conclusion, on peut dire que ce socialisme à l'allemande s'est aujourd'hui adapté à la mondialisation, à la montée de l'individualisme. On parle parfois de modèle social allemand pour le qualifier. Il est parfois contesté, y compris en Allemagne, par cette gauche qu'on appelait Die Linke. Et puis, on peut voir aussi dans tous les cas que pendant très longtemps, on l'a vu tout au long de cette évocation, que la distinction entre réformiste et révolutionnaire était vraiment quelque chose, un vrai débat au sein des socialistes. Aujourd'hui, elle ne fait plus débat. L'option révolutionnaire a entièrement été abandonnée. C'était le cas déjà en 1959 à Bad Godesberg et c'est confirmé depuis.